Bonjour, bonsoir, je suis Morgane, sexothérapeute. Bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Nouveau podcast gonflé. Rémi nous partage son fétiche, celui de l'inflation. Ce kink peut prendre plusieurs formes. C'est l'idée de transformation par un gonflement à l'extrême du corps ou de l'objet qui stimule le plaisir et l'excitation de la personne concernée. Je ne parlerai pas dans ce podcast du bélier-inflation, mais plutôt des autres alternatives qu'utilisent les concernés pour vivre ce fétiche et l'alimenter, c'est-à-dire l'aspect imaginaire et matériel inspiré d'œuvres de fiction, films fantastiques, dessins animés, et tout ce dont peut découler ce fétiche. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rémi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ce tout nouveau podcast? Bonjour, donc moi c'est Rémi, je suis graphiste illustrateur, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié et j'habite au sud de Nantes et depuis tout petit je dessine. Je suis devenu graphiste et illustrateur après des années en tant qu'autodidacte. À la base, j'ai une formation de compta gestion, donc il n'y a pas grand-chose à voir, mais qui m'aide aujourd'hui parce que je suis en freelance. Voilà, donc ça c'est à peu près ma situation actuelle aujourd'hui. Et pourquoi tu as accepté aujourd'hui d'être présent sur cette chaîne ? Et donc si je suis là, pour raconter ma petite histoire, c'est parce que j'ai un fétiche un peu particulier. Quel fétiche ne l'est pas, j'allais dire. Mais celui-là, il est d'autant particulier que, en fait, en France, je trouve pas beaucoup de gens qui sont dans ce truc-là. Alors, en gros, c'est l'inflation. Donc, c'est les personnages qui enflent. Donc, moi, à la base, pourquoi j'ai ce fétiche-là ? Comme d'autres, j'ai vécu un traumatisme quand j'étais gamin, quand j'ai vu le film Charlie à la chocolaterie un film des années 70. Moi, je l'ai vu, c'était la moitié des années 80, je devais avoir 6-7 ans. Et il y a une scène où il y a une gamine, elle attrape un chewing-gum qui est pas au point, normalement, qui devrait pas être goûté par un humain. Et non, faut pas le prendre. Elle écoute pas, donc elle le prend. Et en fait, le chewing-gum, au bout d'un moment, finit par la transformer soudainement en une myrtille géante, parce que dans le chewing-gum, il y a aussi le goût de la tarte aux myrtilles. À la fin, je le fais en bref. Et moi, devant la scène de transformation, justement, où elle enfle comme ça, comme un énorme ballon bleu, ça m'a foutu le trouillomètre à zéro. Ça m'a traumatisé, vraiment, parce que j'en ai parlé à des psy après, plus tard. Et cette peur-là, je l'ai gardée pour moi pendant un moment. J'en ai parlé à personne. J'en ai fait des cauchemars pendant quelques années. Et puis, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire taire dans ma tête pendant plusieurs années comme ça. Et je dirais, je sais pas, par chance ou par fatigue, par usure, j'ai fini progressivement par l'enterrer, à l'oublier. Et arrivé au collège, est arrivée dame puberté. Et elle a décidé de tout foutre en bazar. Donc moi je me cherchais, et puis je suis retombé, comme c'était à l'époque un petit peu la mode de remasteriser tous les DVD, parce que le DVD était en pleine expansion à cette époque-là. Et je suis retombé sur la jaquette du film. Et je suis c'est ce machin, je m'en rappelle, dis donc. Les souvenirs qui reviennent et tout. Pourquoi pas. Donc je l'ai racheté, je l'ai revisionné, et là je commençais à me poser des questions, parce qu'en fait la scène me fichait plus la trouille, mais elle me causait au contraire des débuts d'érection, et quand je repensais justement à ce genre de scène où j'imaginais par exemple quelque chose qui soit un peu voisin, en fait c'était devenu un fantasme. Des personnages qui enflent comme ça, comme des ballons de change. Donc c'est comme ça que ça a commencé, mais bon, à l'époque c'était des années 80-90, ouais. Et avant que je découvre sur internet que j'étais pas le seul, j'ai mis ça de côté. Voilà. Donc là, tu viens un peu de nous expliquer la chronologie et ton parcours par rapport à ce fétichisme, l'inflation ou l'expansion, on l'appelle comme on veut. Avec tes mots, peux-tu nous expliquer justement en quoi consiste ce fétiche ?
Alors, ce fétiche, lui, il est très intéressé au niveau du processus de transformation d'un personnage, donc ça serait une femme, un homme ou un personnage imaginaire, généralement qui se met à enfler comme un ballon, en fait. Souvent un ballon géant, ça finit dans des proportions assez délirantes. Donc c'est quelque chose de très imaginatif, comparé par exemple à des choses comme le looning ou les gens qui jouent avec des ballons de baudruche. Ils vont être plus dans le concret, le toucher, la matière, l'odeur, le contact. Là, évidemment, pour réaliser ce genre de fantasme, là, on est beaucoup plus évidemment dans le délire fantaisiste. Et on a des gens qui sont pas mal dans le monde un peu cartoon aussi, notamment, enfin tout ce qui est un peu magie, récit, narratif, fantasque. Et donc c'est très cérébral. Et à quel moment de ta vie tu as vraiment pris conscience que tu avais ce fétiche? Ben c'est venu assez progressivement, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est arrivé avec la puberté où ça a réveillé justement on va dire des alertes à ce niveau-là. Et puis bah à partir de là, enfin voilà, je pense que c'était signé à ce moment-là. Après, je me le suis pas dit aussi fort et aussi en face que ce que je peux faire aujourd'hui. Ado et en plus dans les années 90, c'est pas tout à fait le même contexte qu'aujourd'hui avec Internet. Je me figurais vraiment la chose, mais je savais, enfin je pouvais pas mettre deux mots dessus et je pouvais encore moins croire ne pas être seul. Alors, comment concrètement tu impliques ton fétiche dans ta vie de tous les jours et dans ton intimité? Comment ça se passe? J'allais dire ça se passe pas. En fait, il y a un peu de ça quand même parce que avec ma femme, on aime bien communiquer, on parle aussi de sexualité, on parle de pratique notamment. On a expérimenté à une époque, surtout quand on n'avait pas les enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par exemple, dans la pratique, ça se rapproche pas mal du looning, c'est-à-dire on s'attache autour par exemple, moi je me fais attacher autour d'un ballon. Ça peut être un petit ingrédient, mais là c'est pas vraiment, on n'est plus vraiment dans l'inflation, on est plus dans la côté, c'est-à-dire vraiment dans les choses qui sont un peu voisines, c'est-à-dire le toucher d'un ballon, quelque chose de gonflable, voilà, avec les bruits, l'odeur, etc. Le truc qui est un petit peu plus, on va dire, dans la pratique au niveau de l'inflation, ça va être écrire des sessions de jeux de rôle. Donc ça, je le faisais beaucoup à une époque, autour de mes 20 ans. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins, mais aujourd'hui, en gros, je me venge plutôt, si je peux dire me venger, je me venge plutôt sur le dessin. Donc moi, ça va être la réalisation de scènes avec justement cette fameuse tension du processus de transformation et en fait, ça va se résumer simplement à de la masturbation devant ce genre d'image, ce type de récit. Donc avec ma femme, j'échange très peu là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui la touche directement, même si elle respecte et elle trouve le fétiche amusant et pas repoussant dans la forme qu'il prend. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé de moyen d'accroche qui puisse nous faire pratiquer, on va dire, de façon plus concrète en couple ça. C'est vraiment quelque chose d'assez solitaire. Hein. C'est quelque chose que je lui répète régulièrement. Là-dedans, en fait, je me sens assez seul. Hein. Finalement, tu sublimes cette part de toi à travers le dessin. Et cette chaîne ne s'appelle pas Cinéden Sublime pour rien. Donc, c'est un bon moyen de trouver son équilibre en quelque sorte. Et comment ta femme a reçu cette information lorsque tu lui en as parlé? Parce que c'est une question qui revient souvent dans le cadre des podcasts sur les fétiches que je traite. On me dit souvent, je n'ose pas en parler à mon ou ma partenaire, comment font les autres, etc., etc. De ton côté, qu'en est-il? En fait, à une époque, j'ai cherché une partenaire. Et je me posais pas ça, en fait, je posais pas l'inflation on va dire, pas dans le cahier des charges, mais comme un sujet très important. Et puis, au bout de la première aventure que j'ai eue à Nantes, avec une fille, je voyais bien que c'est quelque chose qui me tracassait, mais que je n'arrivais pas à communiquer. Par contre, quand j'ai rencontré Morgane, justement, là, je me suis dit, c'est bon, je lâche tout, enfin, je lâche tout, je lâche prise et je lui parle de tout. Et je lui dis, moi, dans les premiers temps où on s'est rencontrés, ça a été ça. Hein. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, bon, j'ai pas la faire un petit peu à la Grey, mais c'est un peu ça. C'est j'ai des plaisirs non conventionnels. Je lui dis, voilà, j'ai des goûts un peu particuliers en matière de sexe et de fantaisie érotique.
Et petit à petit, j'ai amené ces sujets-là, mais très tôt, très vite en fait dans le dialogue. Dès qu'on a commencé justement à gratter un peu cette patine-là, je lui dis justement que j'avais 2-3 fantaisies jusqu'à arriver à celle-ci en lui disant voilà la principale, c'est celle-là. Au bout de quelques discussions et c'est quelque chose qu'elle a reçu déjà avec beaucoup de bienveillance. Elle était très comment dire, elle voulait pas me déstabiliser de la façon dont elle pouvait le réceptionner et voulait pas non plus que ça me blesse. Mais elle, de son côté, en fait, elle m'a bien dit de façon claire que c'était pas son délire, mais que c'était quelque chose qui était quand même amusant. Et elle a essayé de se prêter au jeu aussi de temps en temps, en m'écrivant 1 ou 2 histoires romancées avec justement, avec des choses qui contiennent des scènes justement de transformation, d'inflation à l'intérieur. Donc, on va dire plutôt bien accueilli, même si c'est pas sa tasse de thé, quoi. Donc moi, je pense que je m'estime être très chanceux du côté bien accueilli. Bien sûr. Et effectivement, c'est plutôt confortable d'avoir un partenaire ou une partenaire qui accepte cette part de l'autre sans jugement spécifique, quoi. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu aimes dans l'inflation? Qu'est-ce qui te fait vibrer au juste? Il y a plusieurs éléments. Alors évidemment, le premier, ça va être justement de voir de grandes courbes et de grandes formes envahir certains espaces. Il y a un côté pression, une augmentation d'une certaine pression. Justement, par exemple, un personnage ballon, justement, si je peux dire ça comme ça, qui va commencer à être compressé entre les murs d'une maison parce que justement, il est beaucoup trop gros, il peut pas rester dedans, donc ça commence à faire tout craquer. Donc, en fait, il y a une espèce de progression qui donne une pression, un peu comme justement on ferait monter la pression lors d'un rapport sexuel avec cette espèce de pression où à la fin il y a justement l'orgasme qui est au bout. Et souvent en fait on apparente, et moi il m'arrive personnellement de l'apparenter aussi par exemple l'explosion des personnages. Alors moi je précise tout de suite, je suis pas dans le gore, hein, il y en a peut-être 1 ou 2 qui le font, c'est assez rare. Mais moi, je suis vraiment pas là-dedans. Je suis plutôt dans la représentation un peu fantaisiste et magique entre guillemets de la chose, un peu bisounours, on va dire, où l'explosion ne sous-entend jamais quelque chose de morbide. Enfin voilà, il y a jamais quelqu'un de mort durant ce genre de processus. C'est vraiment une espèce d'idée passagère, mais souvent l'explosion, on le met en corrélation directe avec un orgasme, où on relâche la pression, où tout éclate. Et on est vraiment dans cette imagerie-là. Et ce qui va autour, ça va être justement tout ce qui va construire cette pression de façon plus ou moins fine, de façon plus ou moins surprenante. Par exemple, moi j'aime bien quand l'inflation est subie, c'est-à-dire que la personne qui gonfle n'a pas le contrôle. Alors parfois ça peut être bien accueilli, mais la plupart du temps, moi justement, j'aime bien avoir des personnages qui sont plutôt un peu inquiets ou embarrassés au minimum. Après, il peut y avoir des personnages quasiment terrifiés, mais j'en suis pas à la peur panique, à l'angoisse extrême, même s'il y a des choses que j'apprécie là-dedans. Mais c'est vrai que ça fait partie des ingrédients également qui ajoutent justement de la narration sur la pression, sur le ressenti, sur les émotions. J'aime bien imaginer également le ressenti d'une telle transformation dans un corps. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est inconfortable, parce qu'on pourrait s'imaginer, par exemple, justement l'histoire d'un ballon qui est trop tendu, et qu'on se dit que vu qu'il éclate juste après, ça doit être hyper douloureux pour lui. Là, l'idée, c'est que si ça se trouve, justement, au contraire, comme la montée du désir et l'arrivée imminente d'un orgasme, justement, sous-tend une pression qui est plus qu'agréable, qui est parfaitement désirable et extrêmement agréable. Et est-ce que tu es capable d'avoir une relation dite vanille avec ta partenaire? L'expression vanille désigne les comportements intimes et sexuels dits conventionnels. Est-ce que vous en avez? Oui. En fait, la plupart du temps, c'est ça. Quand on pratique, on fait du sexe vanille. Plus fréquemment, c'est vraiment je dirais 99%. Les 1%, c'était vraiment les expérimentations qu'on a eues un petit peu quand on s'installait en couple et
on a traîné un petit peu dans le milieu du BDSM, donc on allait à des munchs, donc des rencontres entre fétichistes et où justement gens qui sont plutôt dans le latex ou dans la domination, soumission, etc. Et on se cherchait, on s'amusait. En fait, on avait quelques jeux autour de ça de temps en temps. Mais c'est vrai que depuis qu'on a des enfants, maintenant ça prend énormément de temps. Et donc on a très rarement l'occasion de pouvoir faire l'amour. Ou d'avoir voilà et le souci étant c'est que on est tellement crevé, on doit tellement se planquer que on n'est plus sur la pratique. On amène des costumes, on a quelques gadgets un petit peu de côté pour pimenter, on va dire, nos ébats, expérimenter aussi un peu au niveau sensoriel, mais on les utilise pas, on n'y pense pas. Voilà, c'est quelque chose que je pense. Moi j'ai espoir évidemment qu'on y revienne. Voilà. Je crois que nos enfants seront plus grands et on aura plus la liberté de pouvoir le faire. Alors, comment tu as découvert cet univers ? Est-ce que c'est par le biais de communautés sur Internet ? À quel moment tu as réussi à poser le mot de ce fétiche ? C'est très précis. Alors, je dirais Internet, c'est le premier mot. Alors, il faut savoir que là, c'était fin des années 90, entre 97 et 98, quelque chose comme ça. Ou même un peu plus tard, je ne sais plus précisément, mais c'est quelque chose dans ce goût-là. Et je cherchais justement des choses sur le net qu'on peut toucher dans ces âges-là, même tard, c'est vraiment des images de sexe, pornographiques, érotiques, etc. Et donc moi, il y avait des choses qui traînaient souvent dans le monde du latex, parce que justement, ça s'apparente pas mal aussi au ballon, à la courbe, à la forme brillante, etc. Et je ne sais plus comment je suis tombé sur ce truc-là, mais je suis justement si, en reparlant, voilà, ça me ramène des choses. C'est que justement j'avais fait des recherches sur Charlie et la chocolaterie, et lors d'une recherche, je suis tombé par accident sur un site qui est répertorié. Alors c'était très spécifique en plus, c'était très spécifique à l'inflation. On répertoriait justement les quelques artistes à l'époque qui se disaient un petit peu de cette mouvance-là, avec des personnages qui enflent. Et alors là, moi, je suis tombé sur les fesses, sur le cul, on peut dire ça. soyez plus propre. Et à partir de là, je me suis dit, ouf, je suis pas le seul. C'est même assez dingue, en fait. C'est assez dingue. Et je pense que à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me réveiller, m'assumer un peu plus, mais on était vraiment pas beaucoup, quoi. Si on était 10-15 pélos sur Internet qui avaient une galerie quelque part au fin fond à gauche d'Internet, c'était vraiment le grand maximum, quoi. Il a fallu encore des années avant que je commence à me décider à m'amuser un peu plus et m'assumer plus là-dedans. Même ma femme m'encourageait, si vous voulez, à aller plus en avant dans le truc, parce qu'elle voyait bien que c'est quelque chose qui me motivait et que je voulais faire, mais moi j'arrêtais pas de lui dire, j'ai pas envie de manger avec ça, que ce soit la famille, les proches, etc. Je peux pas risquer quelque chose, et puis en fait non, j'en crève d'envie. Donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais ouais, je l'avais dit, c'est voilà, Internet. Sans Internet, à mon avis, ça n'aurait jamais eu lieu, je pense. Tu parlais de la satisfaction, entre guillemets, d'avoir de t'être rendu compte que tu n'es pas seul à vivre ce fétiche. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce sentiment de honte ou de gêne en lien avec ce kink ? Oui, jusqu'à ce que je découvre justement que j'étais pas le seul. C'est quelque chose que je cachais, pour lequel j'estimais que, je me disais que j'étais quelqu'un de tordu, quoi. Qu'il fallait absolument que je planque ça, parce que si ça se découvrait, de quoi j'aurais l'air. Et puis, voilà. Et je me disais justement, j'avais un problème psy. Il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai planqué longtemps, parce que j'estimais que c'était honteux, ouais. Et comment tu t'es sorti, en tout cas, comment t'as fait front à cette honte ? Très bonne question. J'ai vécu une scolarité qui était pas terrible du tout. Quand je suis arrivé au collège, les premières années, ça allait, mais après, ça s'est effondré jusqu'au lycée.
Je m'intégrais pas, je me sentais pas avec les autres et je me sentais trop à part. Peut-être même en énorme partie à cause de ça. Je dis bien peut-être même parce que je vois pas autre chose, mais autour de ça, j'ai toujours été un petit peu le gars qui dessine, qui dit rien, qui est dans son coin, qui imagine des trucs un peu tordus, et je le prenais un peu sur moi, c'est-à-dire que ça faisait un peu partie de mon identité. Moi, à ce moment-là, comment je gérais cette honte-là, je mettais ça de côté, et puis c'était réservé pour moi à un moment, un soir comme ça dans la semaine, où j'allais dessiner sur un bout de cahier, ou alors rien du tout, parce que de toute façon, tant que j'avais pas découvert sur Internet, j'étais vraiment je fonctionnais en vase clos et c'est tout. C'est tout ce que j'avais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la communauté des inflations fétiches ou fétiches inflation? Des inflationnistes, oui, voilà, exactement. Déjà, j'en ai rencontré quelques-uns sur Internet. J'ai pas vraiment directement discuté avec eux, si je me souviens bien. Et puis, moi, je dessinais depuis un moment et mon arrivée sur Internet a correspondu également au premier temps où je commençais à vendre quelques illustrations à droite à gauche. Alors, généralement, c'était plutôt pour un public international. Le plus souvent, c'était des Anglais, des Américains et des Allemands, pour qui je faisais du dessin Fury. Donc, le Fury, c'était ce que j'avais découvert en même temps que l'inflation, d'ailleurs. Donc, le Fury, c'est tous les fans de personnages anthropomorphiques, donc les personnages imaginaires qui sont mi-humanoïdes, mi-animaux. En gros, pour résumer ça très brièvement. Et il y a toute une énorme communauté de fans en fait de ce truc-là. Et c'est pareil, je suis arrivé dans les débuts un peu comme avec l'inflation. Et ça c'est pareil, ça m'a percuté. Je trouvais que je me retrouvais dedans. Et puis ça allait vachement bien avec l'inflation, c'est-à-dire un peu le côté fantastique, etc., le côté magique. Donc ça faisait un tout. Et donc moi je m'étais mis à vendre ces dessins-là. Et ça a été que plus tard, progressivement, où j'ai commencé à en croiser 2, 3, 4. C'était plutôt alors soit des Anglais, soit des Américains la plupart du temps, avec qui je conversais via Internet, où on faisait du roleplay, on s'inventait justement des histoires interactives où on avait chacun notre personnage, on avait créé notre avatar. Moi, je l'ai toujours d'ailleurs, le mien, il a beaucoup changé d'ailleurs depuis. Et voilà, on faisait du tiny sex sur le thème de l'inflation, en jeu de rôle textuel en fait. C'était la plupart du temps, c'était comme ça. Et là, c'est guère que dans les dernières années aujourd'hui où je commence à en croiser pour de vrai. On commence à se croiser pour de vrai là depuis 5-6 ans. Ça y est, ça se concrétise un peu plus, quoi. On arrive à la fin de ce podcast. As-tu autre chose à rajouter? Donc oui, une des choses que je voudrais dire aux non-initiés comme aux initiés, il y a un public qui est plus extrême, qui vont carrément dans la pratique, où ils se mettent des tuyaux dans l'anus pour avoir de l'air dans le ventre, etc. Enfin, c'est vraiment c'est des pratiques généralement qui sont conspuées et totalement désapprouvées par l'énorme majorité de la communauté des inflationnistes. Généralement, on s'en tient plutôt à la fantaisie, c'est vraiment ça. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que comme d'autres fétiches, on a, on va dire, notre spécialité. Et, plus on est de fous, plus on rit. Et, moi, je découvre ça, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'inflation, on est très voisins avec plein d'autres communautés de fétichistes autour de. Par exemple, ça peut être le latex, ça peut être les ballons, ça peut être les furies, les fursuites, ça peut être beaucoup de choses. Et je pense qu'en fait, il y a un côté social là-dedans qui est vachement intéressant. Qui est très beaucoup plus proche de l'humain que ce que pourrait l'être par exemple la grande famille du BDSM, qui est vraiment aujourd'hui gigantesque et qui finalement est plus un fourre-tout, alors qu'il y a plein de spécialités dans le BDSM qui justement elles sont véritablement, je pense, beaucoup plus humaines et beaucoup plus intéressantes. Bien sûr. Où est-ce qu'on peut te suivre, Rémi, sur les réseaux sociaux? J'ai Twitter, j'ai Rimou le chat, R-I-M-O-U le chat, donc comme un chat. Sinon, si vous cherchez Rimou, vous trouverez un peu tous mes réseaux. Je suis sur DeviantArt depuis pas longtemps. Sur le site spécialisé Fury, Furaffinity, qui est un très bon site d'ailleurs pour ça. Je suis également vous me trouverez sur Facebook. En fait, si vous tapez, c'est Rimou Go Big. Et je vais être également sur Instagram sous le même genre de pseudo, voilà. Comme d'habitude, je mettrai tout dans le descriptif, comme ça vous n'aurez pas à galérer pour retrouver Rémi. Merci beaucoup Rémi pour ce témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt.
Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @cineden_sublime_podcast ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à un de mes ateliers sexo, rendez-vous sur mon site internet www.cinedensublime.com. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations en description. À très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute favorite, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur mon site internet cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir.